Bonsoir à tous. Alors merci d'être présents pour cette première réunion et première conférence de l'année du groupement Management Ressources Humaines HEC. Je vais d'abord bien sûr vous présenter au nom du bureau tous nos vœux avec beaucoup de bonheur avec un S, bonheur personnel, bonheur familial, bonheur professionnel. Et j'ai ajouté cette année un zeste de tranquillité pour avoir la lucidité et l'énergie suffisante pour porter nos projets. Voilà, parce que je pense qu'avec l'année qui s'annonce et qu'on nous annonce un peu bousculée, la tranquillité ne fera pas de mal. Alors, quelques nouvelles avant de démarrer notre conférence. Alors, nos prochaines réunions. Le 8 février, nous recevrons Philippe Masson pour la 2e édition de son livre qui s'intitule « Le manager humaniste ». Donc, je pense que c'est un sujet aussi qui va bien dans l'actualité et qui nous permettra de faire le point sur ce qu'est un manager humaniste et est-ce que nous sommes des managers humanistes, bien évidemment. Et le 7 mars, on aura l'honneur de recevoir Jacques-Antoine Malarevitch, donc coach bien connu sur Petit Deuil en entreprise. Là, on alterne des sujets très différents. Une autre nouvelle aussi que vous avez peut-être suivie dans l'actualité RH, un petit peu différente, c'est l'AFNOR qui se lance dans le cadre de ISO sur les normes RH. Et vous savez peut-être que les États-Unis ont souhaité qu'il y ait certaines normes qui soient édictées en ressources humaines. Et ce qu'il est intéressant de connaître, les États-Unis resteront sur les process RH où ils sont très très forts. Mais la France, elle, va piloter une commission qui s'appelle Gouvernance et stratégie RH pour essayer de voir comment on gère les ressources humaines plus en amont et plus en haut, et notamment au niveau des conseils d'administration. Qu'est-ce qui est important de connaître sur ces sujets-là? Donc voilà, la France a réussi à remettre le sujet et à le sortir des seuls process pour le remettre à un autre niveau. Et je pense qu'il faut les deux niveaux. Mais donc un sujet intéressant à suivre au niveau de l'AFNOR. Alors je vais laisser la parole, et je suis très heureuse d'accueillir Charles-Henri Besserdéor, que tout le monde connaît, mais qui va se représenter, et Lionel Prudhomme, DRH, qui nous ont concocté cette année, enfin l'année dernière, ce que j'ose appeler la nouvelle Bible des DRH, et je suis très contente que ça sorte par HEC. Et par la NDRH aussi un petit peu, voilà, quand même. Donc c'est édité chez Duno, mais dans la collection ANDRH. RH au quotidien, sans fiche pratique. Donc ils vont nous présenter cet ouvrage lourd, dense, et j'ose dire, il y a du contenu. Et très, très pratique. Voilà. Charles-Henri, je te laisse la parole. Bien, bonsoir à tous. Vous voyez, je n'ai pas de slide, j'ai pas de conférence, j'ai pas de texte, mais j'ai un bouquin. Alors, très rapidement, pour vous dire un peu qui je suis et surtout comment vous pouvez comprendre notre positionnement au sein de l'école. Alors, ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde l'école HEC que je connais depuis plus de 20 ans, le champ des ressources humaines n'est pas quand même le champ dominant, vous le savez très bien. Nous avons quand même une école qui est largement financière, stratégique aussi, et puis un peu de marketing quand même, pour faire sérieux. Mais très honnêtement, je ne sais pas si vous avez vu un papier que j'ai sorti au mois d'octobre. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la revue personnelle. L'article s'intitule de façon un peu provocatrice « Quand les business schools abandonnent les ressources humaines, faut-il se réjouir ou s'en indigner ?» Évidemment, vous pensez bien que ma réponse est s'en indigner. Et la raison à ça, et vous le savez ou vous ne le savez pas, mais HEC, sinon la seule école en France de gestion à ne plus avoir de cours de ressources humaines en formation de base. Donc ça veut dire que n'importe quel jeune sortant de cette école aujourd'hui n'a pas 1 heure consacrée aux ressources humaines, même s'il y a quelques enseignements qui touchent à ce qui est un peu traité aussi dans cet ouvrage. Par exemple, il y a des enseignements qui sont un peu obligatoires en 2e année, qui sont des enseignements qu'on appelle de développement personnel. Bon, ça c'est le premier point. Et par ailleurs, il y a un peu de théorie des organisations en 1re année et pourquoi pas en 3e année, on peut y aborder quelques aspects RH, mais ça ne touche qu'une minorité. Par exemple, j'ai fait un enseignement qui s'appelle Globalization and HR au mois de novembre et décembre et qui concernait 35 étudiants, dont la moitié d'étrangers d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais dans le groupe plus de la moitié d'étrangers.
Et si je dis ça, c'est que la goutte d'eau qui m'a fait un peu déborder, c'est l'abandon du cours de Human Resources dans le Core MBA, dans le Core programme du MBA. Vous savez que le MBA, c'est ce programme un peu quand même majeur aujourd'hui à HEC, puisqu'il constitue notre benchmark sur le plan international. On se compare aux meilleures institutions que sont Harvard, London Business School, l'IMED, l'INSEAD, etc. Eh bien, par souci d'alignement sur ces programmes, il n'y a plus de cours de Human Resources à partir de septembre ou d'octobre 2012. Puisque vous n'avez dans aucune de ces écoles un cours de ressources humaines. Il y a par contre un cours que vous connaissez peut-être qui s'intitule Organizational Behavior et qui reprend un certain nombre évidemment de thématiques autour de la motivation, du leadership, etc. Alors si je parle de tout ça, c'est que nous avons là une question de champ à défendre. Et ce que j'ai écrit dans cet article, ce n'est pas tant les quelques heures que pourrait gagner ou conserver un professeur, mais c'est plutôt qu'est-ce que veut dire ce champ des ressources humaines en tant que champ que j'estime scientifique. C'est quand même une grande science de gestion qui a été, on va dire, anoblie il y a à peu près 25 ans quand on a créé une association que tu connais, qui c'est l'AGRH, l'Association francophone de gestion des ressources humaines, avec mes collègues et amis de pas mal d'universités, d'écoles comparables. Et donc nous avons créé cette association qui est la première association entre guillemets scientifique dans le domaine des ressources humaines et de disciplines francophones. Et pour moi, c'est important parce que c'est quand même le signe que c'est un champ qui se professionnalise. Et le livre dont on va parler, en fait, c'est un livre qui s'inscrit dans cette démarche que j'appellerais de professionnalisation, qui n'est pas évidente, comme je dis, à communiquer, et surtout à ces jeunes. Moi, si j'ai fait cette petite intro sur l'indignation que j'ai en voyant cette disparition des cours de ressources humaines, c'est pas, encore une fois, c'est parce que j'ai des jeunes, je vais avoir un certain nombre de jeunes qui n'auront jamais été confrontés à certaines, entre guillemets, pratiques RH au quotidien. Alors que ça va faire partie de leur responsabilité dans les années futures, dès d'ailleurs qu'ils vont prendre un rôle un petit peu de manager. Alors, pour revenir quand même sur ce bouquin et sur l'histoire, je voudrais juste vous faire un petit schéma. Je l'avais sur une forme d'un slide, mais je vais m'amuser je vais jouer au prof. Je vais faire un petit schéma. Ce champ, quand on regarde ce champ des ressources humaines, pour moi, il est caractérisé toujours... Tu le connais, ce schéma, je te l'ai montré déjà un certain nombre de fois, par deux dimensions. Il y a une première dimension qui est une dimension que j'appellerais d'expertise. Et donc cette dimension d'expertise, elle renforce en quelque sorte la légitimité de cette fonction. Il y a un certain nombre de connaissances qui se sont construites. Et évidemment, elles ne se sont pas construites du jour au lendemain. Il y a eu des disciplines un peu plus fondamentales, d'ailleurs, qui font partie un peu de ce cours que j'appelle Organizational Behavior dans le MBA, et qui sont des disciplines qui touchent évidemment à la psychologie, à la sociologie. Et donc, dans ce champ-là, on a cette dimension-là. Et puis on verra la deuxième juste après. Je ne vous la donne pas tout de suite, pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous savez, ce qui me frappe quand on parle des ressources humaines, et c'est un peu un risque qu'on peut avoir évidemment à la lecture de cet ouvrage, c'est que ce champ-là, quand on l'interviewe et quand on interroge un certain nombre de managers, et que ce soit en France ou à l'étranger, parce qu'il se trouve que j'interviens dans le cadre du groupe HEC et ailleurs, dans pas mal devant pas mal finalement de groupes, que ce soit au Vietnam, au Liban, en Chine, en Lituanie, etc. Et à chaque fois que je demande à des managers dans des programmes par exemple de MBA, quelle est leur vision des HR, le premier mot qui leur vient à l'esprit, c'est un mot d'administration. On est purement des administratifs. Et on reste cantonné dans ce rôle d'administratif. Je vous rappelle que je dis que c'était un rôle qui était tenu par des militaires et qu'on a le mot discipline qui est très attaché. C'est pas par hasard qu'encore dans certains pays, on a une fonction qui est dominée par des militaires en reconversion. Donc ce champ-là de l'administration est très fort et très important. Et puis après, on a eu cette dimension juridique qui est prégnante et qu'on retrouve un peu dans l'ouvrage, parce que quand Duno m'a demandé d'essayer de constituer un ouvrage de base sur cette fonction, ils ont insisté sur le fait que dans les
chapitres qui sont plus pratiques et dont vous avez là des auteurs les plus brillants, on ait un aspect qui soit un peu juridique. Ça veut dire que la dimension juridique, elle reste prégnante et elle est très importante effectivement dans notre contexte. Donc là, on joue sur la protection. Et puis après le juridique, plus on va vers là-haut, plus on est, par exemple, ici, on est beaucoup plus sur quelque chose qui va s'apparenter à la psychologie. Et c'est évidemment tout ce qui tourne autour de la question de la motivation, aujourd'hui de l'engagement, qu'on retrouve d'ailleurs, c'est une des thématiques de cet ouvrage, hein, puisque vous allez voir que la façon dont on a construit l'ouvrage, c'est un ouvrage qui commence par ce que j'appellerais des défis transversaux. Donc en fait, on retrouve un peu cette question-là, et vous avez évidemment la motivation, l'engagement, etc. Alors là, le changement, il se passe quand on est à un niveau qu'on qualifie un peu plus de gestionnaire. Et ce niveau de gestionnaire, c'est véritablement ce qui définit en fait la philosophie de cet ouvrage. Hein. Et donc on a ici atteint un stade, j'allais dire, relativement autonome, parce que dans les stades précédents, on pourrait dire que, et ça pour citer les années, on est peut-être dans les années 60, 70, 80, etc. Et plus on va se rapprocher des années 80, 90, plus on va avoir, on va dire, un champ qui est autonome. Et un champ autonome, ça veut dire des sciences, une science de gestion qui devient visible, avec la création, comme je vous l'ai dit, de l'association francophone de gestion des ressources humaines. C'est un exemple en France ou dans le monde francophone, mais également pas mal de formations. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais là, je crois que la première formation un peu technique, professionnelle en RH, date des années 70. Et c'était, de mémoire, l'IAE de Paris. Qui avait lancé cette formation. Donc on se retrouve évidemment avec une professionnalisation, et c'est là où on est véritablement sur une fonction qui se dote d'outils. Donc cet ouvrage, qui s'appelle RH au quotidien, quand Duno est venu me proposer de monter et d'avoir ce projet, et ils y tenaient mordicus, parce que pendant plus de 3 mois j'ai refusé. C'est-à-dire, je leur ai dit, moi il n'est pas question que je fasse un truc pratique, je ne sais pas faire de trucs pratiques. C'est quand même quelque chose qui est compliqué pour un prof de donner à un prof le mandat de faire un truc RH au quotidien sans fiche pratique. Donc on se retrouve avec cette question de la professionnalisation qui est posée et un certain nombre. Alors après, il y a souvent des mots que je mets au-dessus, mais qui sont un peu moins visibles, encore que ils le sont en filigrane dans un certain nombre, y compris dans le chapitre recrutement qu'a écrit mon voisin. C'est les mots que je qualifie souvent de dire, par exemple, le mot stratégique. Évidemment, on vient de l'entendre, c'est un stade supérieur de développement de la fonction, dit-on. Ça fait 25 ans qu'on le dit, mais ça fait 25 ans que je vois pas beaucoup de réalité quand même. Puisque pour ceux qui s'en souviennent, j'ai été le premier à écrire un bouquin en 88 qui s'appelait Vers une gestion stratégique des ressources humaines. Et dans ce bouquin, je disais rien d'autre que ce que je dis 25 ans plus tard, quasiment. C'est-à-dire qu'on est dans un champ qui est, comme tu le dis tout à l'heure, par rapport à cette norme américaine, enfin cette norme je dirais, internationale, effectivement, de positionner la fonction uniquement sur les process, on reste très très au niveau des outils. Par contre, si on fait réfléchir les gens sur une norme en termes de gouvernance et d'influence, en fait, des décideurs, là, on est déjà à un niveau un peu supérieur. Et puis, il y a 2 autres mots souvent que je rajoute. Alors, j'ai pas mis le mot stratégie. Je crois qu'au-delà de la stratégie, il faut avoir des idées différentes. Et c'est pour ça que très souvent je dis l'un des enjeux de cette fonction, et c'est ce qu'on a essayé un peu quand même de le faire dans cet ouvrage, surtout avec les premiers chapitres, mais qui sont complétés évidemment par le professionnalisme que vous retrouvez dans les chapitres suivants, c'est évidemment d'avoir une fonction qui est marquée par le souci d'innovation, c'est-à-dire de faire sortir les autres décideurs de leur carré. Encore faut-il, pour pouvoir être innovant, avoir la compréhension en fait du business, d'où l'importance du stade peut-être que je qualifie de stratégique, et qui est une façon de dire on comprend et on est partenaire un peu du business. Et puis le dernier qu'on retrouve dans certains chapitres, alors encore une fois dans le chapitre du recrutement, puisque on a l'auteur ici, c'est cette question de ce que j'appellerais du marketing. Alors j'aime pas trop parler de marketing social, parce qu'il y a déjà 20 ans, il y avait eu un livre qui était sorti sur cette question-là, mais malgré tout, dans la dimension du marketing,
en marketing, ce qu'on fait, on fait quand même de la différenciation, hein, on fait de la segmentation, on va dire. Or, l'un des enjeux, et c'est pour ça que je rajoute ce mot marketing, évidemment, derrière le mot marketing, il y a toutes ces questions de marque employeur, qui sont évidemment derrière. Il y a la question surtout de la différence, comme je disais, de la segmentation. Et ce qu'on a comme enjeu de plus en plus, c'est ce qu'on va avoir, à mon sens, c'est évidemment des populations, des segments très différents. Alors, quels que soient d'ailleurs les facteurs de différence, ça peut être des facteurs d'âge, des facteurs de genre, hein, ça peut être des facteurs d'origine, ça peut être des facteurs de nationalité, de culture, etc. Quand on le voit pour les entreprises qui ont quand même du mal à s'internationaliser, y compris chez nous. Hein, je veux dire, HEC, on a mis quand même du temps à vraiment devenir international. Je veux dire, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, vous avez quand même plus de 65%, c'est-à-dire les 2/3 du corps professoral, qui sont vraiment des étrangers. C'est-à-dire qu'aucune réunion aujourd'hui à l'école se fait en français, y compris dans mon propre département HR, puisqu'on est le plus jeune et le plus international des départements HEC. On est 10 profs, il y a 8 étrangers, mais des vrais. Hein, donc c'est pas des Belges, si vous voyez ce que je veux dire, qui est francophone. Donc on se retrouve avec une école qui s'est internationalisée, ce qui pose pour nous pas mal de problèmes concrets de fonctionnement, mais pour les entreprises c'est aussi compliqué. Donc en fait le problème qui est posé et qu'on essaye de souligner dans certains des chapitres, c'est comment on a des réponses RH adaptées à des segments différents, des gens qui vont avoir des attentes de plus en plus différentes, mais en même temps conserver la cohésion. C'est-à-dire c'est le vrai débat entre l'individuel et le collectif. Et je ne sais pas si vous voyez, c'est un enjeu qui va être de plus en plus compliqué. Alors, heureusement que nous avons des outils, heureusement que nous avons des pratiques, et c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire dans ce livre. Alors voilà, bon, c'était pour positionner. Alors ce livre, quand même, pour résumer les choses, il est quand même largement positionné au milieu, sur l'aspect pratique, outils, avec quand même quelques incursions sur les niveaux supérieurs et des incursions dans les niveaux où on reste quand même aussi sur la dimension administrative. J'ai jamais dit que la dimension administrative en RH n'était pas importante. Essayez d'être stratège sans sortir un bulletin de paye à l'heure. Et sans faute. Vous voyez, c'est ça, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans cet ouvrage. Alors je vais finir avec, avant de te laisser la parole, je vais finir en disant finalement cet ouvrage, Duno est venu me trouver, en me disant, on peut faire vraiment, comme tu le dis, une nouvelle Bible ou un nouveau... Alors j'aurais dit, ah bon, pourquoi moi? Il y a d'autres auteurs beaucoup plus prolixes, et je ne citerai pas certains auteurs d'une école concurrente. JMP, par exemple, mon ami JMP, qui lui a sorti, comme vous le savez, sans doute le premier ouvrage un peu Bible en 1980, mais il y avait quand même... Voilà, ce que je voulais dire, c'est que souvent, et je le dis d'ailleurs dans les premières pages, je ne sais pas si vous... Dans les premières pages de l'introduction, le premier ouvrage que je qualifie vraiment de professionnel, vous voyez ce que je veux dire, professionnel, qui sort des champs de psychologie, droit du travail, etc., donc qui s'autonomise, c'est le livre quand même produit par 3 profs d'HEC, aujourd'hui à la retraite, hein, Amado, Lofer et Trépeau, Monsieur Personnel, chez Flammarion, 1977. Donc là, on a effectivement un des premiers, sans doute le premier ouvrage un peu professionnel dans le champ des ressources humaines en France. Il y avait déjà eu des ouvrages évidemment professionnels dans le monde anglo-saxon, on va dire. Alors après, il y a eu toute cette série d'ouvrages, et donc Duno vient me trouver et me dit on voudrait faire une nouvelle Bible, mais un peu différente. Alors ils arrivent avec une première... vision du bouquin, chapitre 1, recrutement, chapitre 2, formation, chapitre 3, j'ai dit, mais non, moi je suis incapable d'avoir, j'en ai pas envie, c'est pas le genre de truc que je veux faire, puisque n'importe qui, il y a des ouvrages amis et concurrents qui ont exactement la même structure. Donc qu'est-ce qu'on va apporter de plus? Alors il me dit, oui, mais alors ça va être sous la forme de fiches. Et tu te souviens, quand je vous ai envoyé un certain nombre de mails, je vous dis, il faut faire des fiches. Mais alors eux, ils me répondaient, mais qu'est-ce que c'est une fiche? Et moi, j'étais incapable de leur répondre, parce que le modèle de ce bouquin n'existe pas. C'était un ouvrage en création. Et d'ailleurs, Duno en a fait un modèle qui va être reproduit dans d'autres champs de gestion.
puisqu'ils sont en train de construire un livre en marketing, paraît-il, et puis un autre en... Bon. Donc, je leur ai dit, écoutez, moi je veux bien faire un livre qui parle de pratique, finalement, mais ça a duré plus de 3 mois, puisque entre la discussion initiale qui a eu lieu de mémoire le 25 mars 2010, et puis la décision de bouger... Tu peux rentrer et la décision définitive de bouger, qui s'est située au cours de l'été 2010, pendant 3 mois, j'ai un peu résisté. Et puis, en réfléchissant, j'ai dit, mais en fait, ça serait peut-être l'occasion, quand même, d'avoir quelque chose qui pourrait être un tout petit peu différent. Et c'est en voyant un peu ce qui existait sur le marché, en réfléchissant un peu, je me suis dit, il y a quand même quelque chose sur lequel on pourrait peut-être faire preuve d'un tout petit peu d'innovation. Et je leur ai proposé donc une maquette du livre, c'est celle que tu as dû recevoir vers novembre, début novembre 2010. C'était de dire, il y a un certain nombre de thématiques RH qui traversent en fait l'ensemble des pratiques traditionnelles. Enfin. Et dans ces thématiques, alors j'en ai pris 6, mais il y en a d'autres certainement. Et c'est les 6 premiers chapitres. Il y a évidemment une des thématiques, et vous ne serez pas surpris, mais Yasmina, tu ne veux pas t'asseoir? Si, une chaise, ça va. Il y en a une, quand même. Donc, dans les défis, ce que j'appelle transversaux, dans ce qui concerne finalement quelqu'un qui fait du recrutement, quelqu'un qui fait de la formation, quelqu'un qui traite des rémunérations, qui font partie des chapitres, eh bien, bon, il y a un certain nombre de thématiques. D'abord, la première question qui m'intéresse, qui reste toujours pour moi une question, alors là, de positionnement stratégique, c'est à quoi nous servons, nous RH. En clair, est-ce qu'on crée quelque part un peu de la valeur ? Et pour quel partenaire ? Et pour quel stakeholder ? Et donc, le premier chapitre, évidemment, traite de cette question de la création de valeur. Le deuxième chapitre, c'est une thématique qui semble assez logique, puisque c'est une thématique, à mon avis, qui peut être à la fois un facteur de contrainte, mais aussi un facteur d'opportunité pour les ressources humaines, c'est la RSE. C'est tout ce qui tourne autour de la responsabilité sociale et sociétale, d'ailleurs. Donc, on a essayé de réfléchir à cette thématique transversale dans le deuxième chapitre. Le troisième chapitre fait référence, évidemment, alors vous ne serez pas surpris, parce que quand j'ai parlé de motivation, j'ai dit un mot qui est fort aujourd'hui. D'ailleurs, ce matin, j'avais quelqu'un qui intervenait et qui disait la même chose. L'engagement, la question de l'engagement des collaborateurs, terme à la mode, qui fait l'objet d'ailleurs de pas mal de classements bien célèbres. Donc là, j'ai eu un auteur qui a... D'ailleurs, c'est celui, l'auteur en question, c'est celui qui avait sorti un petit bouquin qui a été primé par la NDRH, je crois, en 2007. C'est Gilles Verrier. Tu te souviens ? Donc c'est Gilles qui m'a écrit à qui j'ai proposé d'écrire ce chapitre. Le quatrième, c'est la question du talent. Alors vous allez me dire, c'est très à la mode, sauf que c'est quand même une question qui est assez chaude. Et je ne l'ai pas mis comme pratique, on aurait presque pu le mettre comme l'un des chapitres pratiques, mais je l'ai mis comme thème transversal parce que la question du talent touche toutes les pratiques RH. Bon. Et avec quelqu'un qui m'a aidé, alors ce que je n'ai pas dit, c'est que pour un livre comme ça, ça je vous le dis entre nous, c'est enregistré. Duno demande évidemment l'aide si possible, d'entreprises sponsors. Et donc l'une des deux entreprises, il y en a une qui s'appelle OBA, qui est un centre de formation, notamment dans le secteur public, et l'autre c'est Talentsoft. Donc vous ne serez pas surpris que c'est l'un des auteurs qui a contribué, et c'est la personne de Talentsoft qui m'a écrit le chapitre sur le talent, qui avait déjà d'ailleurs sorti deux petits ouvrages intéressants sur les talents. Je n'ai pas demandé à certains de mes amis qui ont bien écrit sur les talents et qui auraient pu être contributeurs aussi. Le cinquième, c'est la question de l'information, plutôt du système d'information. Parce que je pense qu'il y en a un véritable enjeu en matière, non pas de l'existence de ces systèmes, mais plutôt de leur utilisation. Et donc, j'ai l'un des bons auteurs, j'allais dire, ou quelqu'un qui réfléchit de façon assez distanciée par rapport à cette question des systèmes d'information, qui m'a donc proposé un article. Vous verrez d'ailleurs, il y a plein de chapitres, plein de graphiques. Il est très, très graphique. Et puis le dernier, c'est l'ouverture internationale. Parce que ce que j'ai dit à Duno, même quand on est RRH dans une usine de pain à Châteauroux dans l'Indre, on peut être confronté à cette question de l'international. C'est-à-dire, c'est la sensibilisation à la dimension internationale, donc culturelle, etc. Sachant qu'évidemment, le public de ce livre
n'est pas forcément confronté à des enjeux internationaux, mais simplement une sorte de sensibilisation. Et à partir du chapitre 7, qui s'appelle dossier d'ailleurs dans ce livre, eh bien on commence à travailler sur les pratiques elles-mêmes. Et dans les pratiques, je vais essayer de vous les rappeler. Bon, il y a quelque chose. Alors là, c'est là où on redevient très classique, sauf que chaque chapitre est croisé avec les défis que je viens d'évoquer dans la dernière partie de chaque chapitre suivant, dossier suivant, il y a un croisement par rapport aux 6 défis. Et donc le dossier 7, j'essaye d'être clair, c'est le dossier lié à la GPEC, à la gestion prévisionnelle, oui. Il fallait bien faire un point d'entrée quelque part. Ensuite, nous avons le recrutement, avec toi. Brillant d'ailleurs, je l'ai un peu secoué, mais il a été l'un des plus efficaces. Non, honnêtement, je ne sais pas parce qu'il est là. Hein, voilà. Je l'ai un peu tensé parce que son chapitre n'arrivait pas, mais après je me suis rendu compte qu'il était l'un des plus rapides. Hein, n'est-ce pas, hein, et l'un des plus complets surtout. C'est ça qui est intéressant, l'un des plus rapides, surtout l'un des plus complets. Sachant qu'on n'avait pas de modèle de chapitre. Hein. Ce qui n'était pas évident. On avait une structure de chaque chapitre, vous verrez, c'est la même structure pour tous les chapitres, mais par contre, on n'avait pas de modèle. Et quand Duno me demande un truc avec des fiches, moi je ne savais pas ce que c'était une fiche, sauf que c'était, pour moi, une fiche, c'était juste une page avec un tableau, quoi. Ensuite, on aborde la question de l'évaluation, avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est une personne très fine sur cette question-là, qui avait sorti d'ailleurs un livre avec mon collègue Trépeau sur cette même question il y a quelques années. Ensuite, il y a la question évidemment liée à l'évaluation, c'est la rémunération. Je ne serais pas surpris qu'on y parle à un moment de rémunération. Vient après le développement. Ben, le développement, c'est à la fois la carrière, et j'ai utilisé l'un de mes anciens directeurs de thèse, qui travaille dans une autre école, qui est aujourd'hui à la retraite, et qui est quelqu'un de très bien sur cette question-là, qui a travaillé notamment sur la carrière des jeunes diplômés, hein, et qui a dirigé un centre d'apprentissage, je ne sais pas si vous voyez l'école dont je veux parler. Et donc il a accepté d'écrire ce chapitre qui n'était pas évident. D'ailleurs, c'est un des chapitres les plus complets, il a énormément de tableaux, enfin, il est très riche ce chapitre, d'ailleurs trop riche, donc pour le faire tenir en 50 pages, il a fallu comprimer. Vient ensuite la formation, et vous savez qui est l'auteur de ce chapitre sur la formation, c'est évidemment Alain Maignan, qui m'a fait Alain Maignan que beaucoup connaissent ici, puisque c'est quand même l'un des auteurs les plus prolixes sur le thème de la formation. Et on termine avec les 3 derniers chapitres. Le chapitre sur, j'essaye de ne pas l'oublier, sur les relations sociales. Eh oui, on est quand même en France, il a bien fallu traiter la question des relations sociales avec quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jean-Louis Birien, qui avait sorti déjà plusieurs ouvrages et qui est intervenant chez nous d'ailleurs, hein, dans pas mal de programmes, qui est l'ancien d'ailleurs directeur des relations sociales de Disney. On a l'avant-dernier chapitre sur les risques psychosociaux, avec Bénédicte Obold, que certains connaissent ici, hein, évidemment, qui m'a fait l'amitié de condenser un peu son expérience sur 50 pages. Et je terminerai avec, évidemment, le chapitre qui boucle le tout, qui est le chapitre de la mesure. J'ai tenu à ce qu'il y ait un chapitre sur la mesure de la performance, parce que je trouve qu'en RH, si on a quand même peut-être un petit défaut, c'est de ne pas savoir mesurer. Donc on a un enjeu en matière de mesure de la performance et de RH au sens large. Et donc c'est l'un des auteurs, je trouve, les plus intéressants. Donc on boucle avec la question de la performance, sachant que chaque chapitre est croisé avec les thèmes transversaux. Voilà un peu, si vous voulez, la philosophie, le positionnement, sachant que c'est vrai que la question de RH au quotidien, quand on essaye de faire un truc pratique, c'est pas évident pour quelqu'un qui est plus académique et qui a envie d'écrire un texte. Moi, je suis plus sensible à des textes au kilomètre, mais alors quand on m'a demandé de faire des chapitres avec des fiches, c'est vraiment, je trouvais ça impossible à faire. Bon, voilà un peu les principales idées, hein, la façon dont on a conçu. Alors maintenant, dis-nous un peu ce que toi tu as fait, ce que tu as pensé de cet ouvrage et comment tu as conçu le chapitre, puisque finalement, in fine, c'est quand même ce sont les chapitres les plus compliqués. Hein, le chapitre 7 à 15, c'est-à-dire lui, c'est le chapitre 8, sauf erreur de ma part, hein, le dossier 8, c'est quand même ceux qui ont été les plus compliqués à concevoir. Les auteurs des 6 premiers chapitres étaient moins engagés en ce sens que déjà le nombre de pages est nettement moins important. Je te laisse la parole.
Alors, ce qui est toujours délicat, c'est de parler d'un chapitre alors qu'il y en a 15. Moi, je ne les connais pas par cœur comme Charles-Henri, mais on voit que donc il a été vraiment celui qui nous a géré pendant toute cette période. Contrairement à ce qu'il dit, en fait, même si ça a commencé au mois de mars, les modèles n'ont pas été fournis au mois de novembre, hein, mais très tardivement au mois de juillet. Donc, donc comme le bouquin est sorti en édition, était sous presse en octobre, vous voyez, on avait quand même assez peu de temps pour finir la rédaction de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est de faire un livre avec des gens qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est un peu surprenant parce que, vu le temps qui était imparti, qui est assez court en fait pour un ouvrage à la fois de cette qualité, mais aussi de cette épaisseur, on se côtoyait ou on s'est connu avec quelques auteurs, mais on s'est jamais vu, donc on n'avait pas le temps. Et donc c'est toujours un peu difficile parce qu'on n'a pas forcément l'esprit du livre quand on rédige dans son coin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc c'est un exercice à 15 auteurs indépendants. Il faut bien qu'il y ait une âme dans ce bouquin, et l'âme, c'est Charles-Henri qui l'a mise, quoi. Il n'est pas uniquement un éditeur technique, je veux dire. Donc en fait, sur le livre, en fait, ce qui était difficile à faire je pense qu'il était plus difficile à faire, pas tellement pour le fait que la matière soit plus compliquée, mais par le fait qu'on a déjà beaucoup dit sur les chapitres classiques, hein. Je répète, la GPEC, le recrutement, l'évaluation, la rémunération, la formation, etc. Bon, c'est difficile d'innover. Si je reprends le schéma de Charles-Henri, l'innovation dans ces domaines-là, elle est assez mineure. Donc, vu les livres qui sont sortis sur le domaine avant, c'est vrai que se posait la question de savoir quel était l'angle de tir qu'on pouvait avoir les uns les autres. En tout cas, c'est une question que moi, je me suis posée. Savoir, comme c'était un livre qui était fondé à être lu par des praticiens, en disant qu'est-ce que je peux apporter à des praticiens sur la pratique du recrutement. Vous voyez, donc, et en fait, en plus, au final, pas au début, mais au final, le chapitre était quand même structuré. Tardivement, mais il était structuré. Donc, non. Là, le modèle, le visuel du livre a été annoncé très tard. Je crois, en fait, tu exagères un peu, c'est début juin qu'on a eu vraiment une première idée de la maquette. Et la maquette, la forme détermine quand même pas mal le fond, forcément, parce que vous demandez à des gens d'écrire des textes. Bon. Ce qui est important, ce qui est important, c'est que la structure elle-même du livre, c'est-à-dire le contenu de chaque chapitre, avait été quand même clarifié avec les auteurs. Et d'ailleurs, il est un tout petit peu gonflé parce que j'avais organisé 2 réunions en décembre au moment de la neige. D'ailleurs, c'était le moment le plus neigeux l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, chez Duno, justement pour permettre aux auteurs un tout petit peu de se connaître. Entre les auteurs qui m'avaient dit qu'ils viendraient, et qui ont été bloqués par la neige comme toi du côté de Versailles, c'est vrai qu'on a eu quelques soucis. Bon, ceci étant, il est vrai qu'ils ont travaillé dans l'inconnu pendant un certain nombre de mois. Ça, c'est tout à fait vrai. Et donc, moi, je les félicite d'avoir quand même su. Alors après, il y a eu quand même beaucoup de travail d'édition, mais du vrai travail d'édition, c'est-à-dire de réécriture, hein, ce qui me concerne. J'ai pris des textes et j'ai été obligé un petit peu de les mettre dans ce qui était normal. Entre juillet et août. Et donc, en fait, sur le plan du recrutement, mais je pense que ça a été la démarche des autres aussi, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut dire qui peut servir à des praticiens de manière concrète, parce que l'idée là n'était pas de faire une grande théorie sur le recrutement, c'était pas l'objet. Et donc, en fait, chaque chapitre en fait a une structure identique, hein, puisqu'il y a une il est en fait, il est conçu, je le relis parce que je ne connais pas par cœur, contrairement à toi, c'est qu'en fait chaque chapitre est en 7 fiches, en fait en 7 sections, hein. La première avec définition historique du recrutement, par exemple, le cadre législatif, les démarches et les acteurs, les principaux outils, les résultats attendus et les freins potentiels, les apports des systèmes d'information, et ensuite le croisement, comme disait Charles-Henri, entre les 6 chapitres des défis transversaux et donc chaque chapitre classique, c'est-à-dire en fait finalement qu'est-ce qu'il en est de la création de valeur quand on recrute, qu'est-ce qu'il en est de la responsabilité sociale d'entreprise, qu'est-ce qu'il en est de l'engagement, etc. Donc en fait, bon, il y avait parfois des questions d'ailleurs auxquelles je ne savais pas trop répondre, mais au demeurant, mais il a fallu apporter des réponses, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut créer l'engagement dans un processus de recrutement? Si je pose la question là à chacun, puisque tout le monde est un praticien,
Je pense qu'on risque de ne pas avoir forcément tous la même réponse, mais il fallait en apporter une au moins. Et donc voilà. Donc si vous voulez, l'idée c'est d'abord d'essayer de rester léger, parce que 50 pages c'est lourd, quoi. Et donc on peut assommer facilement quelqu'un avec, d'ailleurs même avec le livre, hein, d'ailleurs. Et donc l'idée c'était de rester quand même léger et que au final, je crois que un des éléments de ce livre-là, c'est évidemment de ne pas être lu de manière linéaire. C'est-à-dire on ne part pas de la page 1 jusqu'à la page 600 ou 580. Enfin bon, l'idée c'est de pouvoir y rentrer, de chercher une information, d'en ressortir, etc. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est, et en discutant avec d'autres confrères DRH qui en ont lu une partie, c'est de voir que finalement l'objet du livre puisse répondre à cette tentative qui est d'apporter des réponses concrètes sur des points que chacun d'entre nous auxquels il peut être confronté. Et donc en matière de recrutement, bon, tu as cité par exemple la marque employeur. Je pense que la marque employeur n'est pas exclusivement réservée au recrutement. C'est un élément beaucoup plus large que ça, qui touche en fait à la réputation de l'entreprise et qui va, à mon sens d'ailleurs, changer le métier du DRH dans les semaines, les mois, les années qui viennent. Parce que de plus en plus, l'entreprise va être assez scrupuleuse sur sa réputation. On voit que dès qu'il y a le moindre faux pas qui entache un long investissement de certaines entreprises dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine financier, etc., ça devient très rapidement, avec le buzz sur Internet, puis la reprise par les chambres d'écho classiques médias, etc., ça devient vite un gros pataquès pour une entreprise. Et de ce fait-là, chacun doit surveiller et sa réputation, et ce qui se dit sur le Internet en permanence, même si on n'est pas tous des geeks. Voilà, vous voyez, quand on regarde le nombre de millions d'applications que les gens ont, je ne veux pas faire de pub pour Apple, hein, ils n'en ont pas besoin, mais quand on voit le nombre de millions d'applications qui ont été téléchargées dans iTunes, c'est phénoménal, quoi. On n'arrive même pas à saisir combien il y a de gens qui arrivent à se plugger sur l'iPad, sur l'iPod, sur l'iPhone, etc., quoi. C'est monstrueux. Et donc, quelque part, Apple a créé d'ailleurs une fonction iTunes, une application iTunes, mais avec une fonction de Genius dans iTunes, qui est assez intéressante puisqu'elle analyse. On est assez loin de recrutement, mais on va y revenir assez rapidement. Vous allez voir, et même d'ailleurs pour la fonction des RH dans la politique des ressources humaines vis-à-vis des individus du corps social de l'entreprise, c'est que cette fonction de Genius permet d'analyser en fait la bibliothèque musicale que vous avez et ensuite de vous proposer des éléments que vous n'avez pas, mais qui correspondent à votre bibliothèque musicale. Vous voyez ? Donc il y a une sorte de goût affinitaire, quoi. Un embryon, parce que c'est pas encore totalement l'affinité, mais on y vient. Et en fait, on peut se poser la question de savoir comment des consommateurs qui ont un tel goût pour la prestation individuante pourraient ne pas l'avoir dans l'entreprise. Vous voyez où je veux en venir ? C'est-à-dire que quand on a des politiques de ressources humaines, moi quand j'ai commencé dans l'entreprise, quelques années, dizaines, en fait, on avait des catégories auxquelles s'appliquaient les politiques. C'est-à-dire une politique de rémunération pour les ouvriers, pour les techniciens, pour les agents de maîtrise, pour les cadres. Et puis après, on a fait une segmentation, tu en parlais tout à l'heure, en termes de marketing. La différenciation, on avait des cadres moyens, on avait des cadres supérieurs, des cadres dirigeants, des cadres exécutifs. Là, on n'a pas parlé de petits cadres, parce que ça aurait fait quand même moche. Mais en fait, le cœur y est. Et y était. Et en fait, voilà, et puis on voit que tout ça explose. C'est-à-dire que les individus qui rentrent dans votre bureau, ils n'en ont rien à faire que vous leur posiez, que vous leur répondiez en disant « Ah, vous appartenez à la catégorie E, J, donc votre augmentation, elle va être de temps à temps dans une fourchette. » Ils n'en ont rien à faire. Ce n'est pas leur problème. S'ils veulent 10%, ils veulent 10%. C'est oui, non, mais ne les ramenez pas à des catégories. Et donc, en fait, je pense que à l'époque, on pouvait faire des politiques de ressources humaines. Quand on est dans une organisation de 110 000 personnes, c'est vrai que c'est plus facile. Mais le problème qu'on va avoir bientôt et qui toque à notre porte déjà en tant que DRH, c'est d'avoir 110 000 politiques des ressources humaines dans la même organisation. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, on va vers ça quand même. Et donc, quid de la cohérence, quid de la réputation, puisque finalement, enfin, même si vous cadenassez tous les systèmes Internet, les réseaux sociaux dans l'entreprise, il y a tout qui se trimballe, hein, les informations.
les gens qui se disent que c'est confidentiel, enfin bon, on ne sait plus si ils font partie du paléolithique ou si ils vivent encore au XXIe siècle. Mais la confidentialité dans l'entreprise, c'est une source de vent, quoi. C'est un espèce de vent qui passe partout, quoi. Donc, moi, l'appréhension que j'ai à la fois dans le domaine du recrutement, mais aussi dans les autres, disons, dans les autres fonctions classiques de la fonction ressources humaines, on ne peut pas se contenter aujourd'hui de faire comme si rien n'avait changé. C'est-à-dire qu'on reste en fait sur un rythme du XIXe siècle avec des catégories de gens, on fait les hauts potentiels, les emerging leaders, les high flyers, parce qu'en fait il y a plusieurs catégories de hauts potentiels, vous voyez. On est vachement content, on fait des programmes à l'INSEAD avec HEC évidemment, mais etc. Mais tout ça ne tient pas, quoi. Il y a un moment, on voit bien que d'ailleurs l'effet Pygmalion, enfin je m'excuse, je vous donne ça dans le désordre, mais l'effet Pygmalion qu'on applique à ces populations de high flyers suffit à soi-même pour qu'ils soient encore plus high flyers, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que des gens qui sont intelligents, à qui vous donnez des profs intelligents d'HEC, de l'INSEAD, etc., ils vont être plus intelligents, c'est sûr. Mais est-ce que ça apporte vraiment une contribution entreprise ? Là, il y a un questionnement que moi je ne cesse de poser, quoi. Et donc, dans la pratique du recrutement, la question est de savoir pourquoi on recrute. Moi, je vois tellement d'entreprises qui recrutent comme si ils achetaient un paquet de clopes, que je me dis, il y a un problème là, parce que finalement, quand on voit les sommes qui sont en jeu, ce qui est en jeu dans la vitesse d'une organisation pour s'adapter, pour se transformer, etc., si effectivement, à chaque fois que vous recrutez, on ne se pose pas la bonne question, moi-même, le premier, de savoir quel est l'intérêt de ce recrutement, même une assistante de direction, une standardiste, enfin, tout ça a des impacts relativement considérables à tous les niveaux de l'organisation. Et on laisse ça faire un peu à la va que je te pousse, quoi. Donc il y a quand même une problématique là, dans tous ces chapitres, se poser la question, pourquoi on le fait, finalement. Donc voilà, je ne peux pas vous parler davantage des chapitres, parce qu'il faudrait que je vous invite à le lire, qu'on débatte, etc. Mais je pense que c'est à quoi ça sert de former les gens, à recruter les gens, à faire de l'évaluation de performance, à faire de la GPEC. Est-ce qu'on ne fait pas tout ça de manière un peu machinale, quoi, hein, donc voilà. Oui, alors juste avant de vous laisser la parole, il y a quand même un point important. J'ai dit tout à l'heure, j'avais refusé au départ de faire le truc de pratique. Parce que pour moi, pratique, ça voulait dire pas se poser de questions. Et j'avais même, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour ceux qui connaissent un bouquin qui s'appelle « Repenser la GRH », écrit en 93 par Julienne Brabé. C'est pour ceux qui s'en souviennent peut-être, c'est paru chez Economica. J'avais été taxé avec mon ami Peretti de GRH instrumental. Parce qu'à l'époque, elle parlait, c'est une prof là, qui venait de Montpellier, puis qui aujourd'hui est du côté de Paris. Elle parlait de 3 modèles de GRH à l'époque, 93, ce bouquin. Avec d'ailleurs, il y avait Franck Bournois qui était co-auteur. Et dans ce bouquin, donc, il y avait 3 modèles. Il y avait le modèle de l'instrumental. Alors l'instrumental, c'était vraiment la GRH, outil, sans réflexion, sans dire le truc qu'il fallait honnir. Le deuxième modèle, c'était ce qu'ils appelaient l'arbitrage managérial. Et le troisième modèle, c'était la gestion des contradictions. C'est-à-dire le modèle le plus, évidemment, critique. D'accord ? Et donc, je me souviens très bien de ma réaction, qu'elle m'avait eu la gentillesse de m'envoyer quand même le texte, enfin le chapitre avant de le publier. Moi, je n'avais pas changé une ligne. Je lui ai simplement envoyé, à l'époque, il n'y avait pas de mail, c'était en 93. Je lui avais dit, est-ce que tu as vraiment lu le bouquin ? Parce que j'avais sorti un petit bouquin qui s'appelait « Gérer les ressources humaines, concepts et outils », aussi en 88. Donc, j'en ai sorti 2 en 88. Le premier, c'était le gestion stratégique, et l'autre, c'était Gérer les ressources humaines, et qui était un livre, d'ailleurs, qui était pas mal utilisé dans pas mal d'institutions et qui était un livre plus modeste. Et il y a dans chacune, alors c'était un livre aussi d'outils de pratique, donc vous voyez, quelques années plus tard je me suis retrouvé, et c'était un livre où justement on posait des questions, c'est-à-dire on parlait de l'outil mais on posait des questions. Et ce que j'ai apprécié, alors que ce soit dans ton chapitre, peut-être plus que dans d'autres, mais c'est vrai aussi dans d'autres, c'est j'avais pas dit justement aux auteurs de rester uniquement à la description d'un outil. Et d'ailleurs, le simple fait qu'on ait par exemple une 3e section qui s'appelle « Démarche et acteurs »,
Et puis même l'autre qui s'intitule frein potentiel, vous savez, les résultats attendus et frein potentiel, c'est précisément pour dire que on peut mettre en place et en œuvre certains outils qui peuvent être assez techniques, mais ça pose quand même des questions. Qui le fait? Comment ça se passe? Il peut y avoir d'ailleurs plusieurs démarches, il n'y a pas une seule façon. Et puis surtout, il peut y avoir effectivement des gens qui ont intérêt à ce que ça se passe mal. Les freins potentiels. Donc il y a bien la question du changement qui est posée. Donc en fait ce que tu as dit, et c'est vrai que ce qui est frappant, je trouve, dans la lecture de ton chapitre, c'est que tu peux être très technique. Alors il décrit des systèmes web, vous verrez, quoi, c'est un truc... Et là, vraiment, il s'est fait plaisir sur l'utilisation des réseaux sociaux, de toutes les technologies Internet dans le recrutement, ce qui semble effectivement être important, puisqu'on ne peut pas oublier cette dimension, effectivement, dans l'usage des technologies. Mais c'est surtout une capacité. D'ailleurs, je trouve que l'une des premières phrases que tu as dans ton chapitre, quand tu nous cites des auteurs du XVIe ou du XVIIe siècle, quand même. Bon, c'est quand même intéressant d'avoir ça sur un chapitre sur le recrutement. Tout le monde ne l'a pas fait, D'accord. Donc voilà, c'est un livre pratique, mais qui quand même, j'allais dire, a quand même cette possibilité de faire réfléchir un tout petit peu les gens. Et sinon, si ça aurait été qu'un chapitre uniquement de fiches, comme ils le disent, d'ailleurs, il n'y a pas 100 fiches, il y en a 107. Mais il y en a 107 en réalité. On en a pour 100, c'est un nombre plus obturant. Voilà, bon, écoutez, on a bien parlé pratiquement 1 heure, 45 minutes. 50 minutes. Oui, juste un mot, parce que je pensais que Charles-Henri allait faire la conclusion là-dessus, parce que je sais que c'est un de ses dadas, donc je vais lui voler une partie de son dada. C'est qu'en fait, ce que je trouve dans ce livre-là aussi, c'est d'attirer l'attention sur le piège de l'investissement intense dans les outils, qui en fait déculpabilise le DRH de faire autre chose, quoi, et quelque part c'était ton Lost in Human Resources. Merci, qui est effectivement j'avais simplement oublié le petit chapitre de conclusion, m'avait donné 2 pages parce qu'il ne devait pas dépasser 600 pages. En fait, il fait 603 pages. Bon. Et donc, dans le chapitre de conclusion, j'ai simplement repris, je l'ai un tout petit peu transformé, le petit texte que j'avais sorti dans la revue personnelle de mai sur Lost in Human Resources. Tout simplement, je dis, pour ceux qui l'ont regardé, simplement que je trouve que ce qu'écrit Dupuis dans Lost in Management, qui a eu le prix d'ailleurs de la NDRH, Stylo d'or cette année, est tout à fait pertinent et s'applique très bien au RH. C'est-à-dire qu'on a tendance, effectivement, tout comme tu le dis, les Américains, à être très process. Moi, je pense qu'il faut des process, je pense qu'il faut des outils, mais pas se laisser leurrer par les outils. Voilà. Bah, écoutez, alors on a les règles du jeu, c'est une demi-heure. Bah voilà, maintenant on va passer aux questions-réponses. Merci. Alors moi d'abord j'ai une première question. Qu'est-ce que je mets ici? Ah, je l'ai pas dit. Ah ah. À votre avis. Non, je vous comprends, je vais dire simplement, évidemment, ce qui est... on a de plus en plus d'expertise. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a une reconnaissance. Plus on va... Mais l'autre dimension... Pardon. L'autre dimension, c'est évidemment une dimension qui dit que la RH n'est pas l'apanage d'une seule fonction. Évidemment. Alors on a écrit avec certains auteurs et amis tous des RH. Je ne suis pas sûr que ça soit un bon message, parce qu'il faut être prudent. Bon, il y a quand même l'idée du partage. Et plus on va vers une RH un peu plus sophistiquée, plus effectivement un certain nombre d'acteurs sont impliqués. Puis il y a une autre dimension, c'est qu'on est quand même beaucoup plus individuel au début et puis beaucoup plus collectif ici. Mais donc cette idée effectivement de tous des RH, c'est à la fois une bonne et une mauvaise idée, parce que la bonne idée, c'est qu'évidemment c'est pas l'apanage d'une seule fonction, des bureaucrates qu'on aurait là et qui ne feraient que... ce serait que les responsables de la GRH, mais la mauvaise nouvelle, c'est de faire croire que tout le monde est vraiment un RH. C'est-à-dire qu'en fait, on a un risque effectivement de dilution de responsabilité, de dire finalement l'avenir de la fonction RH, comme on l'écrivait il y a 20 ans, c'est sa disparition. Comme dans les cours, etc. Je vais pas revenir. Voilà, et on n'a pas écrit Tous financiers non plus, donc voilà. Ça aurait été intéressant comme livre aussi, le Tous financiers. Alors, j'ai une deuxième question avant de passer la parole. Est-ce que vous avez un chapitre sur les départs? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, une des problématiques des DRH, c'est quand même la gestion des départs. Qu'ils soient dans un mode individuel ou qu'ils soient dans un mode collectif. Alors, qu'en est-il d'un chapitre sur les départs? J'ai pas entendu de chapitre. Ça aurait fait 50 pages de trop?
c'est pas. Attends, il n'y a pas de chapitre sur les départs. Alors, on évoque quand même la question du turnover. Alors, par exemple, la question du turnover est un des thèmes évidemment non négligeables abordés dans le dernier chapitre. Hein, la mesure de la performance, puisque c'est souvent un indicateur utilisé en matière de. Bon, c'est également, il me semble que tu l'évoques. Bon, tangentiellement, j'allais dire, c'est pas un thème central dans le chapitre recrutement. Il y a d'autres éléments, d'autres chapitres sur lesquels évidemment on a cette question qui est évoquée. Je pense au chapitre sur l'évaluation où elle l'évoque à un moment. Hein, comme conséquence, un impact d'un système d'évaluation inapproprié en matière de GPEC. Je dirais qu'on le retrouve plus, mais il n'y a pas de focus. Mais tout comme quelqu'un m'a renvoyé un commentaire, c'est quelqu'un de la BPCE, il y a quelqu'un de la RH de la BPCE que je connais bien, qui me dit mais il manque un chapitre sur l'innovation. Oui, c'est vrai, alors que je l'ai même mis là-dessus. Sauf qu'un certain nombre de choses qui sont évoquées, c'est de l'innovation aussi. Exemple, ce qui est évoqué par les technologies de l'information dans ton chapitre. Voilà. Non, mais c'est un bon endroit. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de DRH qui passent un temps important sur ces sujets-là et qu'au-delà des outils, des aspects légaux, il y a certainement des aspects sur la manière de traiter ces sujets en collectif, en individuel et vis-à-vis des personnes qui me semblent aussi importants. Mais bon, c'est en filigrane un peu partout. Alors maintenant, je vous laisse la parole. Première question. Alors j'ai le privilège de ne pas être un RH. Je suis un directeur commercial, mais j'ai toujours été proche des RH et soucieux de pouvoir écrire un jour le livre Tous commerciaux, je ne sais pas. Au commercial au quotidien. Moi, je suis dans une entreprise dont je tairai le nom et qui est sujette à des grands changements d'organisation assez fréquents. Et vous parliez tout à l'heure des high flyers, des gens à qui on promet des postes régulièrement. Et est-ce que vous abordez le sujet de l'instabilité des organisations, au fait que les patrons de lignes de produits, les patrons de départements changent tellement souvent qu'on risque de manquer un peu de pouvoir écrire l'histoire de l'entreprise ou du produit ou de l'antériorité de la chose? J'ai une réponse à ça, mais elle n'est peut-être pas dans mon chapitre sur le recrutement, si vous voulez. Hein. Je pense d'ailleurs, c'est assez intéressant d'ailleurs, je ne me souvenais plus que j'avais commencé par une citation de Jean Racine. Vous allez voir, c'est finalement, c'est pas très loin de votre problématique. Il disait dans une lettre du 15 novembre 1791 à son fils: « Vous y pourrez apprendre dans la Gazette de Hollande certains termes qui ne valent rien, comme celui de recruter. » Ouais, je commence fort quand même. « Dont vous vous servez, au lieu de quoi il faut dire faire des recrues. » À l'époque du grand dramaturge, d'autres expressions avaient cours, comme faire de beaux hommes, faire une compagnie, ou bien le prince n'a pas encore fait sa maison. Et je pense, si vous voulez, et c'est en partie aussi une réponse à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est, je crois que faire une belle maison, c'est faire tout pour éviter d'avoir à la chambouler dans tout le sens, et puis à faire partir beaucoup de gens. Il y a quand même, sur un plan macroéconomique, une grosse différence entre la France et l'Allemagne. Par exemple, dans la période de crise de 2008, l'Allemagne a réduit sa masse salariale, mais elle l'a fait d'une manière totalement différente de la nôtre, d'un point de vue macro-social. Hein. Elle l'a fait en libérant en fait les jours de congés payés et en transformant des contrats, j'allais dire, à temps plein en contrats à temps partiel. C'est vrai qu'ils sont aidés par un mécanisme astucieux qui permet que dans ce passage-là, la personne gagne plus en net quand elle est en temps partiel que quand elle était en contrat permanent, etc. Bon, c'est un léger avantage, disons. Mais ils ont fait ça, prenant le pari que la crise se terminerait et qui pourrait redémarrer avec les mêmes gens, etc. Ce qui s'est passé, quand vous regardez les enquêtes d'engagement, je ne dis pas d'opinion, d'engagement comparatif dans nos belles sociétés, hein, qui ne sont pas encore des belles maisons, c'est une différence, eh bien, vous vous rendez compte que de tous les pays européens, l'Allemagne a le taux d'engagement le plus élevé. La France, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réduit la masse salariale, mais en faisant des plans sociaux ou en faisant des plans de départ volontaires. Bon, ben, le résultat, c'est qu'on a un des taux les plus bas des enquêtes d'engagement, hein. Non pas de société à société, mais de pays à pays, si vous voulez. Et donc, la réponse à votre question, automatiquement, elle est que quand on prend des chemins compliqués et chaotiques dans une entreprise,
il en reste forcément des traces dans la mémoire des individus. Parce que quand vous faites un plan de développement, vous voyez, moi je suis trop cadenassé développement, mais quand on fait un plan de départ, même fut-il volontaire, ça veut dire vous cassez des réseaux qui sont invisibles pour les gens qui sont décideurs, a fortiori. C'est-à-dire, vous avez des gens que vous avez côtoyés 10 ans, 15 ans, voilà, qui sont mis d'un côté de la barrière, vous êtes de l'autre côté. Tout ça laisse des traces incommensurables dans l'entreprise. Et je pense que plus ces secousses se multiplient, et moins la performance est au rendez-vous. Donc les gens qui font ça, parfois, en ayant l'œil rivé sur les indicateurs financiers, devraient voir que leur décision ne va pas dans le sens qu'ils voudraient, quoi. Oui, juste pour compléter la réponse, c'est un peu abordé cette instabilité de l'organisation, ne serait-ce que dans le premier chapitre sur la création de valeur. C'est bien une question. La RSE également, il l'aborde. Donc, mais ça fait partie du contexte. Et donc de faire en sorte qu'en jouant sur un certain nombre entre guillemets de leviers RH, on essaye on va dire d'amortir un petit peu. Mais c'est vrai que la question de la stabilité ou l'instabilité, pas seulement d'ailleurs des équipes de terrain, mais je trouve que le binôme, le fameux binôme DG-RH est fondamental. Je veux dire, si on peut réussir un projet à peu près construit, si on a un minimum de connivence entre le DG et le RH. Même au niveau des comités exécutifs, dont je suis un peu friand pour avoir écrit un bouquin là-dessus, on se rend compte que là... Oui, tout à fait. J'étais venu ici face à une autre audience il y a quelques temps. Et en fait, on se rend compte que quand on croise la permanence des membres d'un comité d'exécutif ou de direction, quel que soit le niveau, mais comité exécutif, on peut croiser ça avec la valorisation boursière de l'action quand la société est cotée, on se rend compte qu'il y a une corrélation totale, quoi. Donc, si vous voulez, voilà. Donc ça peut pas vous rasséréner, j'en suis désolé, mais au moins, objectivement, ça montre que ça va pas forcément dans le bon sens, quoi. Voilà. Par exemple, dans le chapitre sur la création de valeur, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez été informé, je crois que tu étais venu à la conférence que j'avais organisée de Nayar, de Vinay Nayar, le patron indien. C'est quand même intéressant de voir comment il a retourné en 6 ans cette boîte indienne qui était en croissance. Mais sur le long terme, on a des tas d'exemples. Je prends souvent l'exemple de SAS Institute, qui est un beau cas que j'utilise dans les IMB et HEC. Et pourquoi est-ce que je le prends, ce cas? Parce que c'est un cas exemplaire d'une entreprise qui est sur un marché quand même très concurrentiel. C'est le marché des logiciels et évidemment des data, de la business intelligence, et qui est aujourd'hui l'une des plus performantes de son secteur. Et le seul facteur clé de succès, c'est ça qui m'intéresse par rapport à des managers, c'est le facteur humain. Et c'est la stabilité de ce capital humain. C'est ça qui est intéressant. Dans un secteur qui est caractérisé par un très fort turnover, vous voyez. Donc on peut inventer d'autres modèles qui sont que les autres ne copient pas, quoi, je veux dire. Et ils n'arrivent pas à copier. Parce que moi, j'ai une perception très claire. Pourquoi est-ce que le facteur humain, pour moi, est fondamentalement stratégique? C'est qu'il permet de construire une réalité qui est complètement différente. On peut voir la partie visible de l'iceberg, mais tout ce qui est important, et en particulier les pratiques RH, elles peuvent être copiées. Hein. Tout ça, ça peut être copié. Mais c'est la façon dont vous allez les implémenter, les agencer. C'est toute l'espèce d'alchimie que personne ne pourra vous copier, puisqu'en fait, c'est bien la culture qui est en jeu derrière. La deuxième caractéristique de SAS, c'est que, contrairement à d'autres sociétés, elle a une politique de gestion des talents qui est une politique de communauté, c'est-à-dire qu'elle considère que chaque salarié en son sein est un talent. Donc c'est pas une politique pour Happy Few, c'est une politique pour chacun, quoi, qui est intéressant. Ils sont déjà quoi, 20 000, non Aujourd'hui, ils sont 12 000. 12 000, ouais, ça commence à être significatif. Quasiment à 2 chiffres. Et 2 fois Great Place to Work aux États-Unis en 2010 et 2011. Et pratiquement dans tous les pays. Et le défi du DG français qui a pris il y a moins de 2 ans la direction de cette boîte, la filiale française, c'est de redevenir Great Place to Work en 2012, je crois dans les 10 premiers. Donc on va voir... bientôt le résultat. Merci Brigitte. Je pense que les 2 bénéfices qu'on peut retirer d'un livre comme ça, c'est d'être édifié et d'être évangélisé. Donc je voudrais revenir sur le recrutement. Il se trouve que j'opère dans le monde de l'outplacement, donc j'observe de très près tout ce que peuvent faire nos amis chasseurs. Ce qui est confondant quand on parle de recrutement, c'est que le sport national dans ce milieu-là, c'est le clonage.
A contrario, les anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques, s'appuient sur les compétences et on voit le résultat. Alors le drame, c'est que quand on fait ce qu'on a toujours fait, on aura ce qu'on a toujours eu. Donc, est-ce que quelque part, dans le chapitre recrutement, vous les agitez un petit peu sur cette nécessité de décloner? En fait, moi j'allais dire, bizarrement, je parle très peu des chasseurs de tête. Ouais, et j'en parle très peu aussi. En fait, parce que je pense que la décision finale, elle est vraiment dans l'entreprise. Et donc pour moi, si vous voulez, c'est une boîte noire comme une autre. Je pense que le maître du processus de recrutement est dans l'entreprise. Donc peu importe le travail salopé, excusez-moi, que peut faire la boîte noire, la personne qui prend la décision en interne, elle doit être sûre que la personne qu'elle recrute est là pour faire une belle maison. Vous voyez ce que je veux dire? Et à partir du moment où on se pose la question comme celle-là, qu'on recrute un opérateur, moi, le premier bizutage que j'ai eu chez HP quand je suis rentré, c'est qu'ils m'ont demandé de recruter un ouvrier sur le site de Grenoble. On a passé une annonce, on a 5000 réponses qui sont arrivées. Alors c'était le bizutage parce que moi j'avais des cartons partout, vous voyez. Et ils m'ont dit, tu vois Lionel, tu te gères le process, quoi. Avec un critère, c'est qu'on veut que chacun ait une réponse. Et pas standard. Une réponse. Donc tu as lu les 5000 CV, quoi, en fait. Hein. Donc en fait, si vous voulez, voilà, ça c'est un critère. Alors je dis pas que c'est efficace. Moi aussi, pour le bizutage, c'était hyper efficace. Je me suis géré des tonnes de cartons. Je fais venir des copains pour sortir les CV, parce que j'avais pas la force, hein, et partout. Et donc en fait, si vous voulez, le critère, c'était d'avoir une réponse individuelle pour chacun. HP faisant ça, je me dis, c'est n'importe quoi, quoi. Mais ça a eu un impact considérable sur la communauté de proximité où le site était implanté. Une réputation incroyable. Parce que chacun avait on avait vu qu'on avait lu son dossier, sa lettre, enfin, on y avait répondu. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que peu importe ce que font comme travail, bien ou pas bien, je veux dire, les prestataires de services qu'on engage, pour moi, ce qui reste vrai, parce que j'ai un impact là-dessus, c'est ma décision, c'est de savoir qui je rentre, dans quelle place, à quel endroit. Et voilà. Et donc, ça éviterait, si vous voulez, cette espèce de hachis parmentier, des gens qui rentrent, qui sortent, et puis qui font un tour ici, puis ils font un tour là-bas, que vous décrivez d'ailleurs, hein, si j'ai bien compris. Il se trouve qu'avant de faire de la placement, j'ai passé un peu plus de 30 ans dans la grande consommation, dans des fonctions commerciales et marketing. Et ce que j'ai pu observer, c'est que quand un directeur marketing partait, on allait chercher son clone. Mais ça, c'était l'entreprise qui briefait le chasseur. Le chasseur lui fait ce qu'on lui demande de faire. Finalement, c'est assez facile d'aller chercher les clones. Surtout que quand on est leader et qu'on va chercher quelqu'un d'autre. Jamais je n'ai vu des gens se poser la question de savoir quel était le problème de l'entreprise. Or, aller chercher un directeur marketing pour une société qui est une start-up ou une société qui est en plein retournement, c'est pas du tout le même profil. Et donc, est-ce que quelque part, entre deux lignes, on peut décoder ça? Bon, avant de les sauver, alors. Le cœur du chapitre, c'est de se poser la question pourquoi on recrute. Si on ne sait pas, il vaut mieux pas recruter. Enfin, surtout si on ne sait pas, oui, il vaut mieux pas recruter parce qu'on y passera beaucoup de temps et on ne recrutera pas la bonne personne et voilà. Voilà. Pour revenir sur les clones, ça faisait partie des sujets qui ont été évoqués au dernier forum carrière organisé par HEC, où effectivement, il y a l'un des ateliers traités du recrutement et de la difficulté d'accéder au recrutement. Et recruter un clone, c'est un recrutement sans risque à court terme, et sur lequel, je dirais, il y a une connivence entre le DRH et le chasseur ou le recruteur vis-à-vis de l'opérationnel, qui est, si je t'envoie quelqu'un qui correspond pile poil à celui que tu avais avant, même si je me trompe, ce ne sera pas de ma faute, ce sera plutôt de la tienne. Alors que si je t'envoie quelqu'un qui est différent, etc., et si ça ne marche pas, là, ça va devenir de ma responsabilité et je vais être sacrément plus embêté. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui une connivence entre un certain nombre d'acteurs autour du recrutement pour éviter le risque, parce que le risque, on n'aime quand même pas, notamment en RH. Autre question ? Stanislas de Montleberg, dans la formation chez Veolia. Vous parlez de risques psychosociaux, d'évaluation. Est-ce que vous avez aussi une approche peut-être plus positive sur le bien-être et le bonheur? Merci de la question. C'est vrai qu'on est peut-être arrivé à faire un choix.
Il fallait faire un choix. On est arrivé peut-être un tout petit peu trop tard. C'est vrai que quand je regarde l'un des derniers numéros de la Harvard Business Review, je ne sais pas si vous l'avez vu, il parle de happiness. Enfin, c'est un numéro sur happiness. Non, elle en parle un peu évidemment, mais c'est quand même un chapitre largement axé sur les risques. Vous avez raison, d'une certaine façon. Ceci étant, quand on parle d'engagement, il fait référence. Hein, je veux dire, dans le chapitre sur l'engagement de mémoire, on a une référence à quelque chose de positif. C'est vrai qu'il y a quelques années, un de mes amis bien connu ici, je pense, vous connaissez, je ne donnerai pas son nom parce qu'il est d'une école concurrente, on va dire qu'il est professeur au CNAM. Quand il écrit le bouquin en 2000, Le bonheur de travailler, hein, Maurice Thévenet, et c'est après, non, pourquoi j'irais travailler, c'était Franck Bournois et d'autres. Et donc quelqu'un dans l'avion, je le lisais, il me l'avait envoyé, me disait mais il est gonflé celui-là, est-ce qu'on peut être heureux au travail? Donc là vous avez raison, bien ça mériterait d'être un 7e défi dans la prochaine édition. Non, mais vous me donnez une idée. C'est vrai qu'on peut imaginer que ça soit... Parce que ça traverse toutes les pratiques, à la limite, si vous voulez créer du bonheur. Hein. Et d'ailleurs, les entreprises que qu'on cite, notamment... Vous voyez, j'ai voulu la citer, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une entreprise célèbre dans le monde du handicap, c'est Bretagne Atelier. Vous connaissez cette boîte? Hein, et je l'avais rencontré parce que je participe à un trophée qui s'appelle les espoirs du management, qui est donné par... on a un petit jury et on le donne tous les mois de juin à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, hein, dans les locaux. Et l'une des entreprises qu'on avait identifiées il y a 2 ans, c'est justement Bretagne Atelier. J'avais été fasciné par cette expérience. Ils ont sorti d'ailleurs un petit DVD, vous l'avez peut-être vu, il est passé sur FR3, qui s'appelle Direction des richesses humaines, DRH. C'était positif. Et c'est une entreprise évidemment adaptée qui a 85 ou 90% de handicapés. Hein, et qui travaille dans la sous-traitance automobile. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même un contexte... Hein? Non, et c'est même pas assez CAT, c'est justement... Et quand vous écoutez le patron, et Daniel Lafranche, j'ai pu l'interviewer, donc c'est pour ça que j'ai repris son interview dans le bouquin, c'est précisément pour montrer que même dans un contexte qui est quand même un peu décalé par rapport à un contexte standard, on arrive à faire quelque chose, vous voyez. Donc en fait, c'était positif. Oh, c'est bien. D'ailleurs, l'autre cas que je cite de ça, c'était les gens sont heureux de travailler, etc. Donc le thème du bonheur y est, même s'il n'est pas identifié en tant que tel, en tant que chapitre. Comme tu disais, on ne peut pas tout faire. Hein. C'est vrai que c'était déjà compliqué à présélectionner, et puis en relisant ce bouquin, je m'aperçois qu'il manque des choses, évidemment. Voilà. Ça fera une 2e belle édition. Moi, c'est juste une question comme ça d'actualité. Est-ce que vous parlez d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que vous pourrez parler maintenant du rôle de DRH dans une SCOP? C'est d'actualité. C'est non seulement d'actualité, mais ça pose des problèmes, des questions qui sont quand même... Oui. Moi, je connaissais en tout cas, parce que ça change beaucoup dans notre monde des DRH, le DRH de Fagor. Et Fagor, vous savez, c'est une très belle réussite de ce point de vue-là. Ça pose quelques questions et quelques soucis parfois, parce que, si vous voulez... il y a une forme de collégialité sur des décisions. Enfin, c'était très intéressant, les processus par lesquels ils agissaient. Ils avaient créé une espèce de cantine à tapas, je ne sais plus où en Espagne, puisque c'est une société espagnole, Pays Basque. Et en fait, tous les salariés étaient réunis là, enfin, au tout début, et ils prenaient leurs décisions comme ça. Donc, même si, à la limite, puisqu'ils étaient tous intéressés, même si à la limite, le DRH n'était pas forcément d'accord, donc ça crée quelques distorsions dans l'entreprise. Mais ceci dit, il y en a plusieurs d'ailleurs. Je crois que Festina n'est pas aussi... c'est une fondation pour les aveugles, mais je crois qu'ils sont aussi sous le même régime. Et donc... par contre, la dualité de l'entreprise face à la crise, en France, malheureusement, là actuellement, je ne vois pas de différence. Alors, est-ce que le modèle s'est dilué? Parce que pendant très longtemps, Fagor était une entreprise dont on parlait peu d'ailleurs, même je pense à travers l'association des GRH en France. On parle beaucoup de SAS Institute, dont on vient de parler, alors que c'était un vrai modèle très particulier, très réussi. Hein.
Et après, si vous voulez, vous avez d'autres coopératives comme ça. Je pense à des coopératives viticoles intéressées par le vin. Et en fait, où il y a un mode de fonctionnement à l'identique, puisque les coopératives sont faites par les viticulteurs, etc. Et il y a des coopératives qui sont développées de manière très importante, avec un DRH, c'est une vraie entreprise quoi, hein, qui se gère, et où effectivement les rapports sont parfois un peu distordus, parce que les salariés sont en même temps actionnaires, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un truc là un peu spécifique. Répondre plus avant que ça à votre question, je ne peux pas, malheureusement. Quand même, pour ton information, je cite souvent, quand j'ai un public francophone, il y avait une émission de Arte il y a 4 ou 5 ans sur Mondragon, et justement Fagor, et donc je leur montre une vidéo de 20 minutes sur Mondragon, qui était exceptionnelle. Donc tu vois, je veux dire, en pleine... et donc on a effectivement des modèles de management qui sont radicalement différents. En fait, pour répondre à votre question, effectivement, on n'a pas essayé quand même de mettre trop de contextualisation, parce que le risque, ça aurait été de sortir autant de bouquins que de contexte. On sait très bien que la GRH, c'est à la fois éminemment contextualisé, c'est-à-dire que vous ne faites pas le même type de GRH, quelqu'un disait, quand on est une start-up, quand on est en croissance, quand on est en maturité. Souvent d'ailleurs, c'est un des modèles que je fais dans la séance sur la stratégie, Business Strategy and HR, et je leur montre effectivement le lien. Je leur dis quels sont les types de profils que vous recrutez dans une start-up. C'est toujours la même question que je leur pose. Eh bien, c'est intéressant de voir le type de profil. Et très souvent, le mot pionnier apparaît. Et puis après, dans une croissance, c'est plutôt des gens déjà avec des tempes un peu plus grises. Parce qu'on veut un peu plus de structure et un peu plus de... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, je suis d'accord avec vous, on aurait pu imaginer d'avoir autant de réponses que de contexte. Ce qu'on a essayé de faire quand même, c'est de dire, il y a un certain nombre de pratiques qui peuvent être, j'allais dire, largement, je dirais, utilisé, transplanté dans des contextes très différents. Par exemple, je vous ai cité le nom d'un des 2 sponsors, OBA, cet organisme. Il travaille énormément avec le secteur public. Alors on va me dire, est-ce que c'est un bouquin pour les boîtes privées ? Oui, peut-être que c'est un peu plus privé, mais quand on voit aujourd'hui l'évolution du monde public vers des modes d'organisation, de fonctionnement, on va dire, qui s'apparente un peu plus à des entreprises privées, ça me gêne pas trop. Donc en fait, cette entreprise, évidemment, comme elle a été amenée à mettre de l'argent, eh bien, s'en sert comme produit un petit peu de communication et donne ce bouquin au patron des RH de la PHP, etc. Quoi. Je veux dire, certain nombre de secteurs, de grands ministères. Je sais qu'il y a un certain nombre de RH de ministères qui l'ont récupéré. Donc, si vous voulez, même si tout ne s'applique pas parce qu'on est contraint par le statut, par des règles d'ancienneté très fortes, etc., on a quand même un peu une marge de manœuvre. Donc c'est là c'est pour ça que c'est pas un livre de pratique au sens pratique sans réflexion, c'est pratique avec un peu de réflexion. Voilà. Une dernière question ? Yasmina Jaïdi, donc je travaille au CIFOP où je dirige un master RH international, et je me posais en fait la question de la manière dont des étudiants, donc plutôt master, peuvent s'approprier un ouvrage comme celui-là, parce que si je comprends bien, donc il est très pour des praticiens dans la pratique. Comment des étudiants peuvent éventuellement en tirer quelque chose, sachant qu'eux n'ont pas l'expérience, quoi. Voilà. Oui, moi je peux répondre en ce sens que comme tu le sais Yasmina, je suis tuteur au CIFOP, donc j'encadre des étudiants pendant 1 an, et ce depuis une dizaine d'années ou un peu plus. Et donc en fait, je pense que ce qui peut être intéressant pour un étudiant, c'est souvent quand il reçoit des cours par des professeurs très distingués, dont tu es aussi d'ailleurs, je sais. Et je pense que ce qui leur manque souvent, c'est justement cette partie de pratico-pratique, quoi, c'est-à-dire de voir comment des concepts, qu'est-ce qui vit dans les concepts dans les entreprises, quand on leur parle de business partner, dont moi je fais la chasse, pas au Karcher, ça je réserve ça à d'autres, mais au moins je fais la chasse dans leur vocabulaire constamment, parce que je trouve que ça les met dans des voies qui sont pas très bonnes, je trouve, mais parce que le mot est vraiment devenu tarte à la crème. Je pense que dans ce livre-là, si tu veux, il y a des éléments pas de contextualisation au sens où tu en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de
traiter un contexte de croissance ou un contexte de crise avec des réponses, etc. Mais par exemple, dans le contexte du recrutement, c'est de se dire, bon, un processus de recrutement, il y a ce qu'on a appris, ce que nous apprennent les profs, et puis si je regarde le recrutement, ah bah tiens, il y a peut-être une réalité différente ou qui est un peu plus, j'allais dire, enracinée dans la réalité, etc. Ça peut me donner une idée. J'ai un projet collectif avec une partie de la promo pour faire une enquête sur ceci ou cela, sur les consultants, par exemple, hein. Actuellement dans le CIFOP classique, tiens, je regarde ce qui est fait référence au monde du conseil dans ce bouquin et je me dis, tiens, finalement, ça peut me donner des pistes pour mon enquête ou pour mon projet de promo. Donc voilà, à mon avis, c'est comme ça qu'ils ne peuvent pas le lire de manière linéaire, hein, sinon, à mon avis, ils vont tomber par terre de leur lit ou de leur canapé, mais ils peuvent aller piocher, à mon avis, des éléments qui leur donnent envie d'aller chercher un peu plus dans la théorie ou dans le domaine académique, ce qui pourrait entourer une pratique, quoi. Je vais juste faire le complément. C'est pas un livre, effectivement, le premier public, c'était très clair dès le départ, n'est pas un public à destination des populations étudiantes. C'est vrai que quand tu le compares par rapport à, par exemple, à l'ouvrage qu'avait sorti Maurice, encore une fois Thévenet, avec ses collègues du CNAM, Fonction RH au pluriel, on voit bien que c'est en gros un manuel de cours, quoi. C'est donc, je veux dire, avec aussi l'intérêt d'avoir quelque chose de structuré, avec une certaine vision de ce qu'est l'enseignement des RH destiné à des masters étudiants, on va dire, hein. Et la même chose un peu du livre de Loïc Cadin, le SCP, qui est aussi un livre, je dirais, qui s'apparente plus à un manuel, entre guillemets, un peu plus à destination des étudiants. Donc je pense que l'intérêt, tu viens de le dire, c'est de faire le pendant entre, parce que quand j'en entends effectivement CIFOP, parce qu'il se trouve que j'interviens quelques heures dans ton programme, mais c'est vrai que quand ils ont un prof universitaire, disent-ils, il reste très théorique. Donc je pense que justement l'intérêt d'un ouvrage comme ça, c'est de faire un peu le lien et d'avoir pas seulement que c'est pas que un ouvrage que pratico-pratique, hein. J'insiste bien parce que ça aurait été qu'un ouvrage en pratico-pratique, je disais totalement non. Voilà, Voilà, ben on va s'arrêter là, merci. Alors, c'est pas qu'un ouvrage pratico-pratique, effectivement. Il y a des vraies questions, il y a des questions de fond, et je pense que les étudiants peuvent aussi tout à fait se les approprier, parce qu'on fait bien l'aller-retour entre les questionnements de fond et un certain nombre de solutions, certes, qui doivent être contextualisées, mais qui peuvent être mises en œuvre, adaptées à chacun son contexte. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais vous inviter à poursuivre avec le pot et je vous donne rendez-vous le 8 février pour le manager humaniste avec Philippe Masson.